Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, la grande caravane des vraies voix redémarre pour ce lundi. Ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Oui, vous êtes en pleine forme? Oui, je vois, oui, ça va. Je vous déteignais sur moi. Ah bah c'est bien. À partir de maintenant, je serai toujours en pleine forme. Oh bon, magnifique. Voilà. Mais pas forme physique comme la vôtre, hein. C'est-à-dire... la forme, pas les formes. Voilà, c'est ça. Exactement. Bien entendu, vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez vu ici, comment dire, beaucoup d'auto... Ouais, c'est ça. Et puis on se chambre, on est sérieux mais sans se prendre au sérieux. Oui, on se chambre, c'est tout. Le principe. Pas de chambre. Mais non, c'est sûr. On se chambre. Voilà, c'est ça. Elle est bien cette émission. Allez, au sommaire de cette émission, faut-il obliger les commerces alimentaires à vendre de la nourriture pour toutes les confessions? Dans ce contexte actuel d'inflation où pouvoir public et consommateurs accusent les géants de la grande distribution de ne pas baisser leurs prix, l'enseigne Halal H-Market est parvenue à séduire grâce à ses prix extrêmement bas en magasin. La direction d'Auchan a même été contrainte de fermer 2 de ses supermarchés dans les Yvelines. Philippe. Oui, mais 2 supermarchés pour des raisons complètement différentes. Il y en a un à Rambouillet parce que là la concurrence est trop forte, mais surtout au Mureau, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit Cécile, la concurrence de H-Market. H-Market qui ne vend que des produits halal et qui ne vend par exemple pas d'alcool. Alors est-ce que pour vous, comme il y a dans votre supermarché un rayon halal, un rayon cachère, il faudrait obliger tous les supermarchés ou hypermarchés alimentaires d'avoir un rayon pour les autres confessions? Parce que, je vous prends un exemple, vous habitez les Mureaux, des amis viennent boire l'apéritif et vous ne pouvez pas aller acheter d'alcool. Ça pose quand même question, parce que le champomis, c'est bien, mais pour les petits. Vous pensez qu'il faut réagir comme ça? Moi aussi j'adore ça. Je vous laisse à vos boissons. Je préfère d'autres breuvages. Vous pensez qu'il faut obliger à ce qu'il y ait un minimum pour toutes les confessions dans tous les commerces alimentaires, ou vous pensez le contraire? Dans tous les cas de figure, le 0826 300 300 attend vos appels. Et donc à cette question, faut-il obliger les commerces alimentaires à vendre de la nourriture pour toutes les confessions? Vous dites non à 91%. On a envie de vous entendre sur ce sujet, on sera ravis de vous accueillir. Y a-t-il un espace à gauche en dehors de la NUPES? C'est notre coup de projecteur d'aujourd'hui, retrouver une véritable gauche de gouvernement. C'est le pari lancé par Bernard Cazeneuve et son mouvement La Convention qui se tiendra en tout cas le 10 juin à Créteil pour sa première réunion. L'objectif est avant tout de moderniser et d'adapter la social-démocratie aux nouveaux défis de la société française, ce que la NUPES n'aurait selon lui pas réussi à faire. Un défi partagé par le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Oui, et un défi qui pose question. Est-ce qu'il y a un espace à côté de la NUPES, puisque au PS, il y a des gens qui critiquent la NUPES, mais il n'y a personne qui la critique chez LFI, chez Europe Écologie Les Verts, ou dans un registre différent au Parti communiste. Pour vous, est-ce qu'il y a un espace ou est-ce que la NUPES a tout phagocyté à gauche et qu'il n'y a pas d'espace dans tous les cas de figure? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et y a-t-il donc un espace à gauche en dehors de la NUPES? Vous le dites oui, à seulement 47%. Vous nous appelez au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour avec en tête de liste, voilà, c'est un peu le patron de ce parti des vraies voix. Le crépuscule. Et nous avons la maturité et l'aurore. C'est pas mal. Philippe Bilger, notre poète du jour, président de l'Institut de la Parole. Voilà. Visiblement, vous avez passé un bon week-end, hein? Ah oui. Vous avez bronzé. Je suis allé à Tours. Oui, je sais, mais vous avez bronzé, Philippe. Ou alors oui, vous mon maquillez. chapeau ne m'a pas fait protéger. Je ne dois pas prendre un pet de soleil. Ça risque d'altérer le peu d'esprit qui me reste. Ah Qu'est-ce que je dois dire alors avec nous Non, aussi, mais vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi qui nous fait du bien. Mais oui, ça fait du bien. Là où ça fait mal. Exactement. Bon. Oui, et puis même là où ça va bien, la méditation, c'est toujours bon pour travailler la paix intérieure. Voilà, c'est ça. Comme on pourrait méditer dit. Jusqu'à 19h, mais on n'a pas le temps. Allez, tout le monde en position du lotus, méditant. On a des poètes. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Ça va Mickaël? Ça va très bien, pas d'appli zen, mais... Pas d'appli zen, mais ça va venir, un brin quand même de bronzage. Oui, j'ai essayé d'en profiter. Je n'étais qu'à Paris, mais j'ai essayé d'en profiter aussi au parc. Voilà, vous nous faites rêver quand vous dites je n'étais qu'à Paris.
Paris. Ça fait super rêver. Ça fait rêver, Paris. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Paris est Et magique. au 0826 300 300, on part à Niort, dans les Deux-Sèvres, avec Claudine qui nous appelle de Niort. Bonsoir Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir Cécile de Minibus et Philippe David, et puis à vos invités, bien sûr. Bonsoir, Claudine. Claudine, vous parmi tous ces garçons, ça va être dingue. Il y avait Hélène et les garçons, maintenant c'est Claudine et les garçons. Claudine, Ouais. vous allez pouvoir réagir tout au long de cette émission et pouvoir jouer contre l'un d'entre eux. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en invalidité, mais j'étais commerciale. D'accord, commercial Voilà. dans quoi? Dans les produits de bureau et puis d'entretien pour les entreprises. D'accord, très bien, Voilà. très bien. Ben, en tout cas, on est ravis de vous accueillir dans Les Vraies Voix. Je suis ravie d'être là aussi. Jusqu'à 19h, vous avez de l'humour, Claudine. Oui. Ah, un peu. Révisez Ah, bien ah, le ah, qui c'est qui l'a dit. Claudine, là, Elle a dit un un peu. peu, point trop l'info. Cette humeur. Vous inquiétez pas, Claudine, on va développer cet humour qui est peut-être un peu en sommeil, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. En tout cas, on est Oh, ravis non, de mais vous. rien n'est dans le sommeil chez moi, voyez-vous. Ah bon, d'accord, ok, ben, ça démarre bien. Ça commence Claudine. bien. oui. On va se faire engueuler. Restez avec nous, Claudine. On est quoi qu'il en soit, ravis de vous accueillir. Et aujourd'hui, écoutez cette musique. Eh oui. Jean-Louis Auvert, si d'aventure, le 5 juin 81, il y a 42 ans aujourd'hui, le Centre de contrôle de maladies, le CDC d'Atlanta, déclarait une maladie, une nouvelle maladie, qui allait être le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. On allait découvrir le virus. Ce sera une équipe française 2 ans plus tard, et c'était donc il y a 42 ans aujourd'hui. Une épidémie qui a fait plus de 40 millions de morts et qui a quand même profondément changé les rapports humains. Absolument, un bien triste anniversaire. En attendant, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un réquisitoire contre ceux qui font monter le RN en prétendant le combattre. Très juste, quelle belle synthèse Ouais, vous c'est avez fou. faite, mon C'est cher mon côté Philippe. François Hollande. Non, j'ai été frappé hier. Je ne parle pas de Ruth Elkrief qui a manifesté une hostilité à l'égard du Rassemblement national à cause de ses racines historiques, mais d'Éric Dupond-Moretti. Je suis frappé de voir à quel point, même chez Léa Salamé, un ministre aurait le droit d'être responsable. Et quand il sort ces absurdités sur le Rassemblement national, je suis frappé de voir à quel point il ne s'interroge pas sur le nombre d'électeurs nouveaux qu'il va apporter à ce parti, probablement en 2027. Et je continue à être sûr que Marine Le Pen ne sera pas élue en 2027. Mais on a tout de même le droit, en attendant 2027, de ne pas amplifier son succès par des délires, des hostilités tellement systématiques qu'elles n'ont aucun sens. Et d'ailleurs, je note, et je finis, Cécile, là-dessus, qu'au sein du gouvernement, un ministre qui a bien sûr parlé dans l'anonymat a dit que Éric Dupond-Moretti avait un discours décalé, daté sur le RN, et que le président de la République et les hommages que lui rend sont assez rares, a tout à fait raison d'avoir dit ce qu'il a dit, et je regrette que certains ministres n'en tiennent pas compte. Oui. Jean Dorido. Oui, alors c'est vrai que ça fait écho à ce qui s'est passé, ce soit dit, paraît-il, un recadrage en Conseil des ministres entre le président Macron et sa première ministre Elisabeth Borne, avec manifestement un président Macron qui aujourd'hui veut combattre le Rassemblement national sur le programme, sur les mesures proposées. Il veut manifestement cesser de diaboliser le parti, comme ça a été le cas pendant très très longtemps. Et si je comprends bien, Éric Dupond-Moretti en rajoute une couche dans l'autre sens. C'est affaire à suivre. C'est vrai que Dupond-Moretti est Mais manifestement... après avoir dit quand même que Emmanuel Macron avait eu de raison de recadrer Elisabeth Borne, qu'on n'attaquait pas le RN sur les arguments des années 90. Donc il dit une chose et il fait son contraire. C'est-à-dire que c'est le problème de la politique, c'est ce genre du billard à 3 bandes, quand ce n'est pas encore davantage. C'est que pour comprendre finalement ce qui meut un personnage politique dans ses propos, est-ce qu'il veut mettre une peau de banane à Elisabeth Borne? Est-ce qu'il veut aussi jouer son rôle? Parce que Dupond-Moretti, il est là pour cogner sur le Rassemblement national. C'est un peu quand même la caution de gauche de ce gouvernement
de Madame Borne et sous la présidence de Macron, qui est quand même très très libéral, qui est un gouvernement quand même très à droite, avec des Bruno Le Maire, des Gérald Darmanin, et donc Dupond-Moretti, apparemment, il fait le job, si je comprends bien, de cogner contre le Rassemblement national. Bon. Mickaël Sadoun. Bon, sur les origines du Rassemblement national, je crois qu'il n'y a aucun débat et que personne ne le crée d'ailleurs. Le Rassemblement national, le Front national, donc le parti précédent, a été créé en effet par d'anciens vichistes, des Waffen-SS. C'était un peu un mix. Il y avait aussi des résistants parmi eux, menés par Jean-Marie Le Pen, qui objectivement est une personnalité d'extrême droite. Après, ne pas prendre en compte l'évolution du parti dans ses idées, ses cadres, ses électeurs, c'est faire preuve, il me semble, de malhonnêteté intellectuelle et mettre de la morale là où devrait y avoir de l'analyse politique. Pourtant, je me disais, Éric Dupond-Moretti est un avocat. C'est quelqu'un qui a défendu le frère de Mohamed Merah. Donc c'est quelqu'un qui, a priori, a peut-être le bout de cervelle nécessaire pour évaluer les choses de la vie, non pas selon l'angle de la moraline, mais selon l'angle de l'analyse sérieuse et adulte. Donc je me dis, comment ça se fait qu'un personnage intelligent et qui a fait ces choses-là dans sa vie traite toujours les problèmes politiques de cette manière-là ? La réponse, c'est que c'est son assurance-vie politique. C'est son assurance-vie politique et c'est sa seule manière de se sentir encore à gauche dans un gouvernement qui, objectivement, est au centre droit. Merci beaucoup. Et puis, Mickaël, c'est le fait qu'il n'a jamais su adopter le discours véritablement politique. Oui, aussi. Il avait dit, je rappelle que d'ailleurs on l'a vu chez Léa Salamé, que pour lui Ménis c'était un métier et que ça n'était pas le sien. Donc ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. Pétain ou Poutine, tout de même, franchement. Allez, on continue cette émission dans un instant. Félix Mathieu sera avec nous. 3 mots dans l'actu et puis on reviendra sur ces commerces communautaires. Faut-il obliger les commerces alimentaires à vendre de la nourriture pour toutes les confessions ? On en débat dans quelques instants avec nos invités. Vous pouvez bien entendu commenter sur notre compte Twitter. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous. Vous demandez, vous dites, mais qui sont les vraies voix aujourd'hui ? C'est exactement la question que tout le monde se pose. Mais la France entière, mais même à l'international, il se pose la question, mais qui sont les vraies voix aujourd'hui ? Bien sûr, Philippe Bilger, il est là tous les jours, on ne pose plus la question. Ils ont dû attendre jusqu'à 10. Tout ça, c'était fou. Une espèce de suspense de dingue. Alors, Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, et Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Voilà, je crois que la France est apaisée. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et écouter l'émission. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et vos 3 mots dans l'actu sont résilience, retraite et 2 chevaux. Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, symbole de résilience, de résistance et de l'esprit français. Amen. Une nouvelle mobilisation sur les retraites demain. Les opposants à la réforme espèrent un peu plus qu'un barreau d'honneur avant la bataille à l'Assemblée jeudi sur la niche anti-64 ans du groupe Lyotte. Et puis une 2 chevaux en bois vendue 210 000 € en enchères hier. Nous serons en ligne avec l'heureux acquéreur dans quelques instants, un montreur de curiosité de son état. Les vraies voix Sud Radio. Il célèbre le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Emmanuel Macron invoque l'esprit français de résilience et de résistance. Le chef de l'État, attendu cet après-midi sur le célèbre îlot dans la Manche, il doit annoncer une campagne pour classer davantage de petites églises des 19 et 20e siècles comme monuments historiques. Le but, faciliter leur préservation avec le possible lancement d'une souscription financière auprès des Français pour restaurer ce patrimoine religieux modeste. Pendant ce temps, eux espèrent entretenir une autre flamme, celle de l'opposition à la réforme des retraites. Même après la publication des premiers décrets d'application, le député LFI Aymeric Caron veut croire à un peu plus qu'un barreau d'honneur demain. Je ne vais pas vous cacher qu'il doit y avoir forcément une forme de découragement face à la cécité, face à la surdité de ce gouvernement qui ne veut absolument pas entendre. La majorité des Français continue à dire on ne veut pas ce texte, on ne veut pas cette réforme. Et puis, on a un gouvernement qui continue à faire avancer cette loi avec les décrets d'application. Donc forcément, bien évidemment, on va pas se mentir, il y a forcément, j'imagine, une part de découragement chez certains Français, chez certaines Françaises. Mais il faut être là pour montrer néanmoins que le peuple ne se laisse pas faire.
Et Aymeric Caron de la France Insoumise dans le petit déjeuner politique de Patrick Roger ce matin sur Sud Radio. Les députés opposés à la réforme des retraites espèrent toujours pouvoir soumettre au vote le texte abrogeant la réforme du gouvernement lors de la niche parlementaire du groupe Lyot. Ce sera jeudi prochain. Les députés macronistes ainsi que les LR ont tenté en commission de vider de sa substance ce texte du groupe Lyot en supprimant l'article 1er sur le retour à 62 ans. Est-ce que c'est pas la journée de mobilisation de trop demain, puisque le gouvernement ne reviendra pas sur la loi? Oui, mais le gouvernement est obstiné, entêté. Je comprends les oppositions qu'ils sont aussi. Je veux dire, si on n'a droit qu'à un barreau d'honneur, tentons-le. Ça me paraît évident. Et pour une fois, je suis du côté de ceux qui considèrent que les causes désespérées sont sans doute les plus belles, comme dans la vie, souvent d'ailleurs. Jean Dorido. Oui, non, enfin, en tout cas, il y a une question manifestement autour de la présence éventuelle de Black Bloc demain. Il y avait la commémoration des 10 ans de la mort de Clément Méric ce week-end, voilà. Et manifestement, il y a pas mal de représentants des antifas, de l'ultra-gauche étrangers qui sont venus à Paris pour cette journée particulière en mémoire de Clément Méric. Et donc, il pourrait manifestement, le renseignement intérieur envisage la possibilité que peut-être des ultras seront présents demain dans les cortèges. Mickaël Sadoun. Moi, je pense qu'il serait préférable que les manifestants abandonnent un petit peu cette réforme, parce que je pense que c'est peine perdue. Et puis le gouvernement a encore été renforcé par le maintien de la note de la dette française par Standard & Poor's, notamment grâce à la réforme des retraites et aux réformes structurelles qui vont lancer prochainement. Moi, je pense que c'est une cause perdue. On ne peut pas empêcher les gens de manifester et d'avoir de l'espoir, mais s'ils veulent que cela change, ça doit passer par les urnes et par les élections qui arriveront. Voilà. Et on arrive au troisième mot. Il s'agit d'une voiture de légende, la 2 chevaux. Oui, pas de n'importe quelle 2 chevaux, une Dodoche en bois qui s'est vendue 210 000 € aux enchères hier, près de Tours. Je vous l'avais dit, c'est une 2 chevaux, c'est une vraie, vous l'entendez, elle fait c'est bien. Philippe Bilger qui l'a acheté, il était à Tours hier. De 2 chevaux. En bois. En bois. Eh oui, une 2 chevaux avec les ailes en noyer, la carrosserie en poirier, en pommier, les portes et le coffre en merisier, le doux rêve un peu fou d'un menuisier charpentier, Michel Robillard. Il lui a fallu 5 ans et 5000 heures de travail. Cette idée est venue en 2011. Il y avait un grand rassemblement de 2 chevaux qui se passait à la mode Beuvron. Et donc là, j'ai lancé le projet et je me suis dit faire une voiture en bois qui puisse rouler. Alors, le précédent record pour une 2 chevaux, c'était 172 000 €, donc record battu. Le commissaire-priseur a espéré battre le record, c'est chose faite. 210 000 € et l'heureux acquéreur, c'est donc un montreur de curiosité, fondateur aussi du musée des Arts Forains à Paris. Bonjour Jean-Paul Favant. Bonjour. Bonsoir, merci d'être sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Alors, dites-nous pourquoi vous y teniez tant à cette 2 chevaux en bois. Vous avez mis le prix, hein? Ah oui, j'ai mis le prix et ça me crée quelques émotions. Je ne sais pas si c'était bien raisonnable. Mais cependant, je suis un chercheur de mythes, c'était le chercheur de choses qui parlent, qui évoquent. Et je crois que la 2 chevaux est vraiment un symbole absolu des dernières années et s'adresse à nos rêves et même aux rêves de vacances qu'elles ont pu permettre à l'époque. Alors, quant au fait qu'elles soient en bois, ça c'est la partie effectivement la plus intéressante parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est donc une chose qui a nécessité beaucoup d'heures de travail, de savoir-faire, et là encore un peu plus que l'évocation de l'objet 2 chevaux, c'est montrer une chose complètement à part, c'est-à-dire une sculpture, une œuvre d'art qui est devenue cette 2 chevaux mythique, et j'espère qu'elle étonnera les gens encore longtemps. Alors vous allez en faire quoi? Est-ce que vous allez l'exposer au musée des Arts Forains? Est-ce que vous allez rouler avec? C'est quoi le but maintenant? J'ai un musée sur le thème du spectacle en général, pas seulement l'art forain. Et pour moi, les objets mythiques sont des acteurs. Et une 2 chevaux, c'est un très bel acteur, et si bien qu'elle va faire partie de ma troupe, et je vais l'installer parmi d'autres éléments qui rappellent les voyages. Par exemple, j'ai des traîneaux du XVIIe siècle, et alors, quand on était dans la neige, et où il y avait 6 mois, on ne pouvait se déplacer que sur des traîneaux. On ne peut pas imaginer ça
j'ai à l'opposé, j'ai effectivement des voitures en tôle qui étaient faites pour les enfants. Donc tout ça, c'est tout un monde de merveilles, j'espère. Juste une petite précision, elle n'a pas une carte grise de 2 chevaux. Du coup, officiellement, c'est pas une 2 chevaux. Elle en a la forme, le moteur, le bruit, mais elle n'a pas une carte grise de 2 chevaux. Elle n'a pas, sa carte grise n'a pas été acceptée, mais je pense qu'elle a une potentialité de l'avoir. Elle roule, elle correspond à certaines. Enfin, elle est tellement hors norme avant que les autorités l'acceptent comme étant pas dangereuse. Vous n'avez pas la langue de bois, en tout cas. Oui. Mais franchement, elle n'est pas destinée à aller sur la route. Elle est destinée à être une vraie structure. Même pas la pièce de musée, pourquoi pas. Mais ce que je veux, un objet qui évoque, un objet qui parle aux gens. Pas un objet sacré que l'on ne peut pas approcher, un objet qui peut appartenir à tout le monde. Oui, au rêve de tout le monde. On va faire réagir les vrais voix, ça vous fait rêver la 2 chevaux, surtout en bois, c'est fabuleux. C'est absolument admirable. C'est vrai que quand même, on serait content qu'elle passe le fameux contrôle des mines et puis que même peut-être la compagnie Citroën la reconnaisse justement, l'officialise comme étant vraiment une vraie 2 chevaux avec effectivement une carte grise de 2 chevaux, comme le dit Félix Mathieu, ce serait presque la cerise sur le gâteau. Et elle en a déjà les 2 chevrons d'ailleurs. Ouais. Oui. 5000 heures de travail, c'est ça. C'est 5000 heures, c'est beaucoup. C'est la voiture, Michel Robillard, c'est la voiture de monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'est la voiture hyper populaire, iconique. En plus, on parle à un menuisier. Donc, on est vraiment sur des métiers, vous l'avez dit, de savoir-faire français, où la menuiserie revient aujourd'hui enfin à la mode. Jean-Paul Favant. Alors, sachez que elle va rejoindre chez moi 150 chevaux en bois. Sculptés, qui date du 19e, la fin du 19e siècle. Et donc, elle va se retrouver avec des chevaux d'une autre époque. Ah oui. qui effectivement tournaient sur les manèges, mais qui sont en bois, qui sont de la sculpture, qui correspondent aussi à cette qualité, effectivement, de l'artisanat qui peut nous rendre fiers en France, de cette fabrication dont nous sommes capables. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Paul Favant, montreur de curiosités, fondateur du Musée des Arts Forains à Paris. Merci d'être passé nous parler de cette 2 chevaux en bois que vous avez donc acquis hier, 210 000 € tout de même. Merci. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans quelques instants, le grand débat du jour. Faut-il obliger les commerces alimentaires à vendre de la nourriture pour toutes les confessions? Il y a un nouveau supermarché qui s'appelle H-Market qui s'est ouvert et donc tout est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas y acheter non plus d'alcool. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous trouvez ça normal? 0826 300 300. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, aujourd'hui président de l'Institut de la Parole, Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Et vous, au 0826 300 300, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors moi je connaissais pas du tout H-Market. Les croustilles à la fraise, 1 €, les petits BN, les 4 à 1,29 €. La viande est halal, on ne trouve pas d'alcool et on peut déjà commander son agneau pour les Eid. Les bananes, 1,19 € le kilo. Le kilo de poivron coûte 6,99 € chez Auchan et 3,29 € chez H-Market. Il n'y a pas à hésiter longtemps. La bouteille de Pepsi, 1,5 litre pour 1 €. Et franchement, on trouve de tout. Et en plus, c'est moins cher. Et le sujet consommation lié à l'alimentation communautaire est très politique. En pleine crise économique, la diversité ethnique est arrivée comme une voie de salut pour les industriels français. Les produits cachers et halal ont connu une croissance à 2 chiffres. Au Mureau, la concurrence féroce de l'enseigne halal H-Market a contraint la direction d'Auchan à fermer son supermarché. Une situation qui n'arrange pas certains riverains, Philippe. Oui, puisque dans ce supermarché, on ne vend que des produits strictement halal et par exemple pas d'alcool, ce qui pose problème puisque vous pouvez habiter les Mureaux et vouloir consommer de l'alcool. Il y a même des musulmans qui consomment de l'alcool. Alors est-ce que pour vous, il faut obliger
tous les rayons, tous les magasins alimentaires à avoir au moins, même s'ils sont communautaires, une petite partie pour les autres communautés? Ou est-ce que pour vous, eh bien écoutez, c'est le marché qui décide, et si vous voulez acheter une bouteille de vin ou de bière au Muro, vous prenez votre voiture et vous allez plus loin? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Dans tous les cas de figure, le 0826 300 300 est là pour vous donner la parole. Faut-il donc obliger les commerces alimentaires à vendre de la nourriture pour toutes les confessions? Vous dites non à 88%. Et on va en parler avec notre invitée. Nadia est avec nous, ancienne ministre de la Ville et députée Renaissance des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue Bonsoir. sur Sud Radio. Philippe Bilger, certains se plaignent d'être obligés de manger halal parce qu'ils n'ont pas de supermarché à côté de chez eux. Est-ce que ça pose un problème aujourd'hui? Alors, Cécile, sans prétendre avoir un avis parfaitement documenté là-dessus, je considère qu'on a assez de contraintes dans la vie et qu'il y a peut-être des sujets plus impérieux, et je serais assez réservé sur l'obligation qui serait faite. Je rejoins l'alternative, la seconde branche de l'alternative développée par Philippe. Je crois qu'il faut laisser les magasins. Ça ne me scandalise pas que les gens n'aillent pas dans certains établissements parce qu'ils n'y trouvent pas ce qu'ils veulent. On ne peut pas en permanence, pour pallier des insuffisances, des déceptions, obliger des commerces à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Jean Durieux? Oui, j'aurais tendance à aller dans le même sens que Philippe Bilger. Si, bien sûr que la nouvelle, elle interpelle. Ce qui interpelle, c'est pas une question d'obligation ou de non-obligation à vendre quoi que ce soit. Ce qui interpelle, c'est qu'il y a d'abord des prix absolument extraordinaires. La H-Market, j'aimerais savoir comment fait cette boutique pour avoir des prix de qualité, peut-être. Aussi. Quand on entend des marques, des bouteilles de soda quand même, de grandes marques connues, oui, là c'est vraiment des prix qui sont comparables. Donc est-ce qu'il y a une centrale d'achat particulière? Comment font-ils? Et donc manifestement c'est le commerce, c'est une question d'offre et de demande. Et donc manifestement aujourd'hui au Muro dans les Yvelines, il n'y a pas de problème que une boutique Auchan ferme au profit de H-Market. Voilà, c'est un fait. Mickaël Sadoun. Moi, je trouve ça normal qu'un supermarché s'adapte à sa clientèle. C'est une entreprise privée qui a besoin de trouver des clients. Donc, un supermarché, c'est d'abord sa zone de chalandise. Donc, il se trouve que sa zone de chalandise, c'est d'abord des clients de confession musulmane. Moi, je sais ce que c'est, puisque j'ai des interdictions alimentaires qui me font aller dans certains supermarchés plutôt que d'autres. Je pense qu'il devrait évidemment pas y avoir d'obligation, mais c'est le libre marché qui joue au bout d'un moment. C'est pas une question de laïcité, parce que la laïcité traite le rapport entre l'État et la religion. Alors là, c'est un problème de société, c'est un problème d'individualité, c'est un problème de culture, d'espace public. Et je trouve ça assez normal que les choses se fassent comme ça. Après, ce qui marque l'actualité, c'est qu'en effet, les choses changent sous l'effet du nombre. C'est un débat dont je pense on va être amené à parler pendant les minutes qui suivent, mais c'est ça qui marque principalement. C'est la même chose quand on voit la multiplication des abayas et des camises dans les écoles. Il n'y a pas de motif vraiment religieux, mais simplement une culture autre à la France qui est en train de s'installer sous l'effet du nombre, et je pense que c'est ça qui choque principalement les gens. Voilà. Nadia. Oui. Justement, pour réagir, est-ce que pour vous, il faudrait obliger à vendre pour toutes les confessions quand on va dans son hypermarché ou son supermarché? Il y a toujours un rayon halal, un rayon cachère. Est-ce que, parce que, excusez-moi, si vous habitez les Mureaux et que pour acheter une bouteille de champagne, il faut faire 10 km, déjà pour l'empreinte carbone, c'est pas terrible. Et puis, après tout, en France, l'alcool est en vente libre, non? D'abord, ce que je voudrais dire, et c'est ce qui a été dit par les différents intervenants sur le plateau, au nom de la liberté de commerce, le magasin H-Market a tout à fait le droit de s'installer sur le territoire de son choix. Là, il y a une enseigne qui quitte le territoire et qui donc a décidé de transférer, en tout cas de faire affaire avec H-Market. Ce que nous devons, par contre, il y a un principe sur lequel nous devons tous nous mettre d'accord, et principalement les acteurs locaux, les élus locaux, c'est qu'il y a une diversité dans l'offre commerciale. Et que si nous souhaitons consommer tel ou tel produit, qu'il soit confessionnel ou non, eh bien que nous puissions le trouver dans le territoire et qu'il n'y ait pas d'exclusion
d'exclusivité liée à un commerce en particulier. Parce que bien souvent, dans ce type de cas de figure, eh bien, l'exclusivité entraîne l'exclusion de tout ce qui fait communauté nationale. Donc je pense qu'il faut être aussi attentif à ce que l'offre commerciale, elle puisse répondre à l'ensemble des demandes qui s'expriment au sein d'un territoire et qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Est-ce que ça peut poser un problème pour certains, ce que je disais tout à l'heure, qui disaient le problème c'est que moi je vais consommer des produits ou de la viande halal et je ne veux pas, c'est-à-dire des personnes âgées, il y a toute une communauté aussi qui se dit pas en phase avec cette confession, donc c'est difficile. Il y a la même chose avec le kasher, on est vraiment dans le même poste, mais est-ce que c'est pas un souci aujourd'hui si ça n'est que ça, si l'offre n'est pas respectée ailleurs? Si, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Il ne faut pas qu'il y ait d'exclusivité de l'offre. C'est-à-dire que si une personne ne souhaite pas consommer de la viande, mais ça, vous ne pouvez pas l'obliger. Vous pouvez pas l'obliger. Confession kasher ou halal, il faut qu'elle puisse être en mesure d'en trouver une autre. Et ça, effectivement, il faut rester attaché à ce principe de diversité de l'offre et qu'il n'y ait pas d'exclusivité dans tel ou tel type de commerce et particulièrement les commerces confessionnels. Je pense que vraiment, il faut rester attaché à ce que nos concitoyens puissent trouver leurs produits puissent consommer les produits dont ils ont envie et de pouvoir trouver cette offre en face de cela. Mais c'est très délicat parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'opposer à la liberté de commercer, on ne peut pas interdire telle ou telle enseigne si tout est dans les normes et dans le cadre juridique et administratif. Donc après, ça devient effectivement une question d'attractivité et surtout une question de mixité dans nos communes. Et finalement, on s'aperçoit que tout est peut-être un peu lié. Vous voulez réagir sur le commerce communautaire? Appelez-nous au 0826 300 300, Philippe Bilger. Madame la ministre, si je comprends bien, au cas où l'offre ne serait pas suffisamment diversifiée, vous seriez assez partisane d'imposer au seul établissement le fait de vendre d'autres choses que ce qu'il désire vendre. Monsieur Bilger, on ne peut pas justement imposer par la loi ce que telle ou telle enseigne ou tel commerçant peut vendre ou ne pas vendre, ou doit vendre ou ne doit pas vendre. On ne peut pas le faire, si ce n'est effectivement dans le commerce illicite et illégal. Mais tout le reste est par définition légal. Et donc on ne peut pas s'y opposer et on ne peut pas mettre en place une législation en la matière qui contraigne ou qui oblige ou qui interdise. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile comme sujet à trancher sur une conduite à tenir dans ce type de situation. Mais toutefois, il faut travailler sur un ensemble. Veiller effectivement, quand un élu local met à disposition des locaux commerciaux, parce que ça arrive, eh bien c'est là où on peut être attentif sur la diversité de l'offre commerciale que nous avons à disposition. Oui. D'accord. 0826 300 300, Claudine qui est avec nous. Rebonsoir Claudine, bienvenue. Oui, rebonsoir. Moi, je sais pas, on vient de découvrir l'eau tiède. Pourquoi vous dites ça, Claudine? Parce que ça fait au moins 15 ans que dans beaucoup de secteurs, il n'y a plus de boucherie ou de charcuterie, il n'y a plus que du halal. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui ça touche à une grande chaîne comme Auchan qu'on se réveille en se disant « Ah mince, il y a des quartiers, dites donc, où on n'arrive plus à trouver ni d'alcool, ni de charcuterie, ni de jambon blanc. C'est bizarre quand même. » C'est un problème de politique publique, Nadia Hay? C'est pas un problème de politique publique en tant que telle. C'est une question justement de mixité territoriale et de l'offre qui répond aux besoins de la population. Oui, mais qui est responsable? Est-ce que ça veut dire que c'est le maire qui est responsable de son maillage dans sa commune?
Il doit veiller. Vous savez, moi j'ai été dans des collectivités où le maire qui met à disposition des locaux commerciaux parce que on a voulu créer un centre commercial ici ou là, et qui veille justement à ce qu'il y ait une diversité de cette offre commerciale. Et donc s'il y a trop, par exemple, de commerce de bouche, eh bien il va aller plus développer des entreprises de services ou de textile, enfin pour créer quelque chose d'assez divers. Et on peut renvoyer le même sujet sur des questions de commerce de bouche alimentaire et qui sont aussi confessionnels. Et là, effectivement, on peut veiller aussi à ce qu'il y ait une diversité, comme le dit très justement Madame, et bien de retrouver le cas des boucheries, c'est un exemple qui est très souvent repris. Oui. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Beaucoup de boucheries halal ouvrent, parfois quand d'autres boucheries ferme, et là où on vend de la charcuterie, de la viande de porc ou des choses comme ça qui sont en train justement de fermer. Et la difficulté, elle est là, c'est comment aujourd'hui, dans ces territoires, eh bien, on relance aussi des commerces qui puissent répondre à l'ensemble des demandes de la population. Oui, Jean Dorido. Oui, Madame la députée, est-ce que vous, dans votre circonscription, donc qui englobe les Mureaux, non, c'est pas les Mureaux, c'est une circonscription des Yvelines. C'est pas ma circonscription. D'accord. Parce que est-ce que vous avez par exemple des administrés qui sont en demande, qui se plaignent par exemple de ne pas pouvoir accéder facilement à des produits de consommation courants pour eux, et que de par justement cette non-mixité aujourd'hui qui apparaît ici et là, est-ce que vous avez des personnes qui sont en demande et qui se plaignent de ne plus accéder à leurs produits favoris? Alors dans ma circonscription, on a d'autres sujets, mais pas celui-ci. C'est pas un sujet qui m'a été remonté. J'ai pu avoir ce cas quand j'étais ministre dans quelques territoires, mais heureusement, c'est pas une généralité. Fort heureusement. Mais c'est vrai que vous avez, et parfois, c'est pas à l'échelon d'une ville, c'est à l'échelon d'un quartier, où on va pas retrouver une diversité commerciale. Mais si on l'étend à l'échelle d'une ville, on peut retrouver une diversité de l'offre. Mais heureusement, c'est pas une généralité. Et c'est là où je vous dis qu'effectivement, celui qui est le plus à même de veiller à ce que l'offre commerciale soit suffisamment diversifiée pour répondre aux besoins de sa population, eh bien, c'est le maire de la commune qui peut, avec différents mécanismes, le plus souvent, mais pour toutes les religions, que ce soit possible pour tout le monde. Est-ce que ça soit respecté. Et est-ce que vous avez chez vous des hypermarchés, des supermarchés H-Market? Parce que j'ai découvert l'existence de cette chaîne ce matin dans le journal. Oui, je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Ils ont apparemment des prix qui défient toute concurrence. Est-ce que vous, chez vous, vous avez des boutiques comme ça? Et est-ce que vous êtes en relation avec les Mureaux, patrons c'est les Yvelines. Les Mureaux, c'est les Yvelines. Ah oui, mais c'est pas chez Madame. Il y a plusieurs zones. C'est pas chez moi, c'est à côté. Mais tout comme vous, je viens de découvrir l'enseigne. Je l'ai découvert il y a 2 mois à peu près sur une enseigne. Je crois qu'il y en a une à Créteil dans le Val-de-Marne. Je crois qu'il y en a une vingtaine aujourd'hui en France. En train de se développer, c'est ça. Mais je la découvre tout comme vous, donc c'est vrai que je me pose exactement aussi les mêmes questions de savoir les prix, comment ils arrivent à avoir des tarifs aussi négociés. Michael, ça voulait réagir. Moi, je suis d'accord avec Nadia quand elle parle de liberté du commerce. Ça n'est pas un problème de politique publique, mais du coup, je trouve que son principe de diversité du commerce est un peu illusoire parce que, en fait, la diversité du commerce, elle s'adaptera à la diversité religieuse ou ethnique ou que sais-je, qui sera dans le quartier ou dans la ville en question. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Si demain, dans un espace, il y a 90% de musulmans ou 70% de musulmans, il n'y aura que des commerces musulmans parce que un commerce ne peut pas se lancer pour une petite marge de la société. Il ne va pas avoir assez de clients et du coup, il devra s'adapter à l'offre locale aussi. Donc moi, je ne suis pas du tout contre la liberté de commerce ou contre la liberté religieuse. C'est tout à fait normal que ces gens, s'ils veulent manger halal, aillent dans un supermarché qui vende du halal. C'est tout à fait normal, mais il faut quand même dire la vérité aux gens. Ce qui les inquiète, c'est que ce genre de phénomène se généralise
dans l'espace d'abord et aussi dans les divers aspects de la vie, c'est-à-dire non seulement dans l'habillement, on voit de plus en plus de boutiques aussi spécialisées qui vendent des djellabas, des abayas, des camis, etc. Dans l'alimentation, on a parlé aussi de halal et de l'abattage rituel. Il y a des gens à qui ça pose problème pour l'éthique animale, que l'animal soit abattu sans étourdissement. Or, c'est un phénomène qui se généralise. Il n'y a pas d'évaluation officielle, et le ministre l'a dit lui-même, le ministre de l'Agriculture, mais on estime qu'entre 30 et 70% aujourd'hui des abattages se font de manière rituelle, principalement pour le halal, parce que le marché du kasher en France n'est pas énormissime non plus. Donc il va falloir quand même traiter ce problème sous l'angle, à mon avis, qui est fondamental, c'est celui du nombre. Si les gens sont inquiétés par ce genre de phénomène, dans ce cas-là, la vraie question, c'est celle de l'immigration, parce que ce serait injuste de dire aux gens de venir en France pour après les interdire de pratiquer leur religion. Voilà ce que je pense. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia Haye, d'avoir été avec nous, ancienne ministre de la Ville et députée Renaissance des Yvelines. Vous voulez répondre en 30 secondes. Allez-y. Oui, en moins que ça. C'est qu'effectivement, vous soulevez un autre sujet qui est celui de la mixité. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour éviter à ce qu'il y ait une concentration de telle ou telle population, et en particulier de celle qui provient d'un flux migratoire, et qu'il faut veiller à ce qu'il y ait une vraie diversité et qu'on arrête aujourd'hui d'avoir... Mais d'ailleurs, ça a déjà été le cas. On a mis en place pas mal de mesures pour éviter cela. On n'a pas le temps de les évoquer ensemble, mais c'est pour que justement nous ayons des territoires qui soient suffisamment diverses. Et donc là, aujourd'hui, le sujet, c'est que l'offre commerciale doit s'adapter aussi à cette diversité et ce souci de mixité. Et c'est comme ça aussi qu'on appellera finalement d'autres populations, d'autres habitants à habiter dans telle ou telle ville, parce que si vous n'avez pas d'offre qui correspond aux besoins exprimés, forcément, ça ne donne pas envie de s'y installer. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Je ne suis pas sûr que les gens s'installent en fonction des supermarchés, mais bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nadia Haye, ancienne ministre de la Ville, donc je le disais, et députée Renaissance des Yvelines. Vous restez avec nous, on fait une toute petite pause, et dans un instant, c'est le Qui c'est qui l'a dit. Voilà, c'est pas facile à dire. Le quiz de l'actu, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, et aujourd'hui sur le banc, pas sur le banc de touche en tout cas, ils vont monter sur le terrain. Le banc est prévenu, heureusement. Ils vont monter sur le terrain avec nous Mickaël Sadoun, bien sûr, avec nous Philippe Bilger et Jean Dorido, et tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Chère Claudine, vous qui êtes avec nous depuis tout à l'heure, et nous vous en remercions, il va falloir choisir votre mauvais cheval, si j'ai envie de dire, parce que vous allez devoir gagner contre lui et avec tous les autres derrière vous. Attention Claudine. Alors nous avons... Pour une fois, je vais jouer contre Philippe Bilger. Pour une fois, vous allez gagner, Claudine. Grand risque. Aïe. Moi, je compte sur Mickaël. J'espère que Jean Dorido et puis... Mickaël Sadoun. On est à fond avec vous. On est là. Vous allez voir. On vous laisse partir devant et on vous soutient. J'ai peur, Claudine, que vous ayez fait le mauvais choix. Et bon, surtout, si Claude gagne, c'est que je l'aurais laissé gagner par galanterie. Non, mais c'est l'histoire de ma vie, que voulez-vous? Non, mais vous inquiétez pas, on va bouleverser. C'est pas perdu, Claudine. Les amis, on y va. Qui c'est qui l'a dit? Être écologiste, c'est autant démonter un McDonald's que diriger la métropole de Lyon. Marine Tondelier. Bonne réponse, Marine Tondelier. Mais Mickaël, c'est ce que je voulais dire. Dans les starting blocks. Tondelier. Donc, j'ai pas eu le temps. Oh, mais vous avez marqué 2 points quand même. 2 points pour l'opposition. Qui c'est qui l'a dit? Le ferraillou qui roule en Mercedes et qui touche le RSA, c'est ça qui énerve les Français. Fabien Roussel. Le ferraillou. Le ferraillou, oui. C'est une ancienne ministre. Roselyne Bachelot. Oui, bonne réponse de Jean Dorido. Voilà. Ils sont époustouflants. Hein. Oui. Ils sont chiants surtout. Ça vous agace, hein? Allez, Claudine, allez, on y croit. Allez, question. Non, mais c'est cool. Hein. Moi, je suis vraiment détendue là. On voit ça. Question, qui c'est qui l'a dit? La NUPES est en péril si elle n'est même plus en accord électoral. C'est pas Cazeneuve, c'est Bompard, Autain, Jean-Luc Mélenchon. Jean Dorido l'a dit plus vite. Non, c'est Mickaël Sadoun. C'est Mickaël qui l'a dit, c'est pas moi. Ah bon. 6-0, là ça commence à faire mal. Qui c'est qui l'a dit?
Je ne suis ni essoré, ni fragile. Borne? Non. La mère de Nice. Non. Gérald Darmanin? Non, il a quelques problèmes judiciaires. Quelqu'un qui était Nicolas très Sarkozy. énervé. Non. Quelqu'un qui était En très disant énervé. je vais très bien à l'Assemblée nationale. Ah, bah, Olivier Dussopt. Bonne réponse. Olivier Dussopt, bien sûr. Extrêmement lent Personne n'a aujourd'hui. craqué. 8-0. Bon, donc, là, lui, il est ni essoré ni fragile. Vous êtes pas fragile, mais essoré. Je vais hein. avoir la roue de bicyclette comme à Roland-Garros ou à Tech. Allez, on finit Non, avec allez. un bel ace. Qui c'est qui l'a dit? Les seuls cobayes sont ceux qui ont été vaccinés par un essai illégal Didier du Raoult. fait de l'absence Bonne de consentement sans contrainte. Et on Il attend y a la pas fin de la une proposition. pénalité, ça, Bah si, normalement, on attend la fin moins de la de rappeler la proposition. règle. Moins Bon, de on va pas le rappeler tout J'ai le temps. pensé à Claudine, j'étais Bon, en d'accord. train de- Non, mais j'ai dit c'est pour Raoult. Claudine. Attendez. Qu'est-ce que vous dites, Claudine? Ben là, J'avais j'ai dit 8-0. Raoult, mais bon, de toute façon, bah, elle on l'a dit. m'écoute pas. Mais si on vous écoute, Claudine, bien sûr qu'on vous écoute. Elle a bah oui, 8-0. c'est pas- là, hein. C'est un Mais 10, là, 10-0. toutes les voix sont au-dessus de la mienne, alors forcément. Non, parce que moi, je vous ai dans l'oreillette et donc je vous entends, Claudine, quand vous parlez. C'est pour ça que je l'ai fait taire quand vous parlez. Ah oui, Voilà. bah oui, Peut-être je vous remercie, faudrait-il entre annuler femmes, quand même, on certaines peut s'entraider. Voilà, c'est ça. On ne vous laissera jamais tomber, Claudine, sachez-le. C'est gentil. Et c'est le gentil. tout pour le tout, c'est-à-dire que si vous trouvez là, c'est vous qui gagnez. Largement. D'accord? Qui c'est qui l'a dit au sujet de la réforme des retraites? Rien n'est écrit d'avance. C'est une femme. Binet. Bonne réponse de Philippe Bilger. Ça, Cécile, je sauve l'honneur. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle le chamboule-tout. Vous Oui. avez perdu et c'est Claudine et Philippe Bilger qui ont gagné. Toutes les questions antérieures sont validées. Oui. Allez, merci beaucoup Claudine, restez avec nous. On revient dans un instant, on fait une petite pause et puis on reviendra avec le clic de Philippe, pas du tout, le coup de clic de cœur. Félix Mathieu et le coup de cœur de Philippe David et les vraies voix vous donneront leur actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Au menu des vraies voix aujourd'hui, Philippe Bilger, vous pouvez en prendre sans modération, hein, ça fait pas grossir, au contraire. C'est pareil pour notre ami Michael Sadoun, pareil avec Jean Dorido, à prendre sans modération. Ça va les amis, vous savez les copains? Ça va merveille. En forme, Ouais. super. Ça va, Depuis Philippe tout à David? l'heure. Oh bah ça va en pleine forme. Oui, très bien. Vous avez en pleine forme. Comme des petits. Oui, bien côté comme ça. Oui, ça va, je suis content. Ben, si vous êtes content, ben, moi je suis contente. Alors, Oh bah, allez, tout le monde est de suite. content. Tout de suite, votre coup de cœur. Les vraies voix Sud Radio. Et bien voilà, c'est terminé. Le vainqueur de ces internationaux de France 1983 en 3-7 et 2h24 minutes sur le score de 6-2, 7-5, 7-6. C'était il y a 40 ans, le dimanche 5 juin 1983, Yannick Noah remportait Roland-Garros en battant le Suédois Mats Wilander en finale en 3-7. Un parcours de toute beauté où en 7 matchs, il ne perdit qu'un set en quart de finale face à Ivan Lendl après avoir mené 5-2 avant de mettre une roue de bicyclette au Tchécoslovaque au 4e set. Un parcours où il élimina Petchi, finaliste 4 ans plus tôt, et les deux joueurs cités précédemment qui remporteront chacun 3 fois le tournoi parisien. 37 ans après Marcel Bernard et Yvon Petra qui avaient remporté Roland-Garros et Wimbledon en 1946, un Français regagnait un grand chelem. 40 ans après, on a toujours des frissons en voyant ces images, mais on se pose la question de quand on la revivra. 40 ans après, merci Yannick Noah. Ouais. Ah bah oui, un grand merci. Et formidable champion à l'époque. Et j'ai appris, qu'il plaisait beaucoup aux femmes, Ah ma bon chère Cécile. Yannick Noah? Tout le monde, ouais, j'ai entendu Moi, ça j'aimerais ce qu'ils matin. mettent des chaussures, en fait. Au contraire, on se retrouve pas, Et justement. il dirige à l'heure actuelle un village au Cameroun et on l'appelle Majesté. Bien sûr. Et il règle les problèmes des gens, c'est Ah ouais, formidable. c'est assez dingue. Formidable. Jean Dorido. Alors oui, alors pour le coup, je me souviens quand j'étais gamin de cette victoire mémorable. Et puis c'est vrai qu'il a toujours été un personnage extrêmement inspirant, Yannick Noah. Atypique. Ben oui, il a un vrai leadership et on voit aujourd'hui
typiquement le problème de la psychologie dans le tennis. Enfin, il y a quand même un vrai problème. C'est quand même incroyable qu'en France, on puisse sortir parmi les meilleurs footballeurs du monde et qu'on soit incapable de sortir un tennisman qui gagne un tournoi du Grand Chelem. Et Yannick Noah, souvenez-vous, quand il a pris le lead pour l'équipe de la Coupe Davis, il a fait des choses absolument sensationnelles. Voilà, c'est un type qui est un excellent sportif. Il a fait de la musique, ça a été super. Et même quand il coach, il a des résultats. Et c'est quand même, il y a des personnes comme ça qui ont des savoir-faire multiples. Et c'est vrai que ça fait du bien de s'en souvenir. Mickaël Sadoun. Oui, alors au-delà de l'aspect politique, moi qui me vient un peu immédiatement quand je pense à Yannick Noah, donc ces contradictions entre autres sur la fiscalité. Il voulait quitter quand Sarkozy a gagné. Voilà, exactement. Donc ces contradictions un peu typiquement de gauche. C'est un personnage extrêmement talentueux, beaucoup de respect pour lui. Ça a l'air d'être quelqu'un d'une grande intelligence. On l'écoute en interview, c'est quelqu'un qui a une complexité, une profondeur. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus pour ne pas abîmer cette intervention. Mais juste un petit mot avec vous, Jean Dorido, le fait qu'il danse, qu'il chante, cette espèce de musicalité lui donne peut-être un rythme différent que les autres dans le jeu, en fait. Ah oui. C'est peut-être ça aussi. Dans le jeu, sûrement. Et puis non, puis c'est un fait, c'est un monsieur qui fait beaucoup de yoga, qui a fait un vrai travail sur lui. Enfin, c'est vraiment. Alors, souvent, les sportifs de haut niveau, bien sûr, ils ont cette finesse parce que pour jouer à ce niveau-là, ça implique quand même d'être en intériorité. Maintenant, c'est vrai qu'il a su transmettre quand même la gagne. C'est ça. À des tennismen français et depuis quand même on est en manque de leaders en termes d'entraînement dans le tennis. On n'arrive pas à sortir de champion. Mais regarde, souvenez-vous de Michael Chang, depuis il a rien fait quoi. Enfin, après sa victoire, c'était dingue, incroyable cette victoire, faut pas l'oublier parce que à la cuillère complètement sidéré, c'était énorme. C'était fou. En tout cas, on aimait beaucoup. Merci en tout cas pour ce bel hommage, Philippe. Je sais tes matchs. C'est ça. Ace. Allez, tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, vient de recevoir les proches de l'INSEE, cette jeune fille de 13 ans harcelée au collège. Ils ne sont pas tous ressortis apaisés. Oui, la collégienne avait mis fin à ses jours le mois dernier dans le Pas-de-Calais, épuisée après des mois de harcèlement. 4 plaintes ont été déposées pour non-assistance à personne en danger contre la direction du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers en charge de l'enquête et contre Facebook. Le ministre de l'Éducation nationale assure suivre personnellement ce dossier de l'INSEE, mais les excuses qu'il a présentées au nom de l'institution n'ont pas convaincu la mère et le beau-père de l'INSEE, encore très amers tout à l'heure à la sortie. Je me sens seule, pas aidée. Et moi, je ne l'ai pas trouvé sincère en fait. Donc j'attends que les choses bougent, j'attends de voir des actes. Il doit nous tenir informés de ce qui va se passer toutes les semaines. J'attends de voir. On les accepte, mais pour nous, c'était aucune sincérité dans les excuses qui ont été faites. La mère et le beau-père de l'INSEE se confiaient ici auprès de nos confrères de BFM TV à la sortie de leur rencontre avec Pap Ndiaye. L'avocat des parents a d'ailleurs lui aussi pris la parole, affirmant, je cite, que le ministre nous a fait comprendre que l'État français ne peut rien faire contre les réseaux sociaux. Terrible aveu d'impuissance selon l'avocat des parents de l'INSEE, lui aussi très remonté finalement à la sortie de cette rencontre avec Pap Ndiaye, rencontre qui n'a rien arrangé. Pap Ndiaye qui avait qualifié le suicide de l'INSEE d'échec collectif de la société et de l'éducation nationale. C'est pas un peu fou ça, Philippe Bilger, échec collectif? Oui, mais Pap Ndiaye, il n'est pas une bêtise collective près, parce qu'en réalité, c'est un homme, il sentait qu'il ne devait pas les recevoir. La preuve, puisque c'est une catastrophe. Je trouve tout de même, Cécile, au risque de me faire mal voir, ça peut arriver, que les parents, la mère et le beau-père, je comprends la douleur, la tragédie, mais je les trouve trop présents médiatiquement. Pour ma part, j'essaye de me placer dans la peau d'un être qui a perdu, et j'aurais du mal à, même pour une bonne cause, aller tout le temps dans les médias. Les médias, ça me perturbe. Mais enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Une thérapie, une sorte de thérapie pour les personnes. Mickaël. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Philippe Bilger, tant sur la famille que sur le ministre, mais je vais insister particulièrement sur le ministre. C'est pas la première fois qu'il a cette attitude en fait démissionnaire. Et je vais vous dire, en plus de l'aspect technique sur lequel je le trouve en
général très mauvais et totalement à côté de la plaque. Je trouve qu'il y a chez Pape Ndiaye une espèce de distance et d'indifférence humaine qui ne correspond pas du tout au rôle qu'il est censé incarner en fait. Donc je pense que les professeurs comme les familles d'élèves, etc., ont besoin d'un ministre qui incarne une chaleur humaine et une administration qui soit capable de réagir efficacement mais humainement aussi. 20 secondes non, c'est vrai que là, clairement, Brune n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il ne sait pas apporter cette dose d'humanité nécessaire dans une situation aussi extrême et aussi dramatique. C'est vrai qu'il se drape dans une espèce comme ça de posture qui n'est pas adaptée pour la circonstance. Eh ben, on peut dire que vous l'avez rhabillé pour l'hiver. Merci beaucoup. Merci Félix Mathieu. Merci Félix. Dans un instant, le pari, ce sera à 18h30. C'est le pari lancé par Bernard Cazeneuve et son nouveau mouvement, la convention qui se tiendra le 10 juin à Creil et à Créteil. On vous pose cette question, y a-t-il un espace à gauche en dehors de la NUPES? Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0826 300 300 et commenter sur notre compte Twitter. Dans un instant, les vraies voix vont parler de leur actu. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce jingle qui dit toujours Philippe David et Cécile de Bénibus, mais pas que. Eux existent. Eux ont besoin d'être nommés. Vous parvenez à rester modeste. Ouais, mais parce que je suis née comme ça. Et le jour où je changerai, je deviendrai insupportable. Philippe Bilger est avec nous et Mickaël Sadoun est avec nous et Jean Dorido aussi pour vous faire, en tout cas, peut-être pour vous faire réfléchir sur des sujets importants. On va en parler avec eux tout de suite parce que on parle de leur actu avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et le général de Gaulle parlait du machin pour l'ONU. Philippe Bilger veut parler du truc pour le Conseil national de la refondation. Oui, parce que je ne méprise pas les initiatives, les inspirations initiales d'Emmanuel Macron, comme d'autres. À un moment donné, il avait lancé cela. Le Conseil avait été critiqué en disant que c'était inutile de faire double emploi avec les débats parlementaires, avec l'Assemblée nationale. Mais apparemment, je l'ai lu ce matin, c'est une chose qui s'enlise doucement. Et elle a tenu quelques temps, quelques semaines, il y a eu un peu d'esprit. Des gens, mais parce que c'est tellement caricatural, autant que votre bouille quand vous nous dites que c'est drôle ce que vous venez de dire. Et non, sérieusement, c'est un conseil, mais sous le contrôle de Mickaël, peut-être vous en savez plus. J'ai l'impression que ça s'étiole, que ça meurt de sa triste mort. Oui, j'ai l'impression que ça meurt et les conclusions qu'ils ont rendues récemment sur le logement sont très très en dessous des attentes des acteurs du logement. Bon, après, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a plus que ce gadget, en fait, pour donner un espoir, pour donner un sens à son action politique. Bon, je pense que ça va mourir très bientôt, mais on va voir ça. Peut-être. Jean Dorido. Déjà, ça partait mal quand même, parce que ces trois lettres, CNR, ça renvoyait au Conseil national de la résistance. Et là, clairement, le costume est trop grand pour le personnage en question. Emmanuel Macron est un président tout à fait respectable. Pour autant, c'est quand même, il y a quand même une espèce, si vous voulez, de capacité à tout oser. Vous voyez, parfois vous allez dire, ils vont quand même pas oser s'attaquer. Et là, si, voilà, CNR. On va faire mieux. On va laver plus blanc que blanc. On va faire un Conseil national de la refondation. Et pour paraphraser un autre ancien président, ça fait pchit. Ah oui. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Jean, puisque ça fait pchit, on va voir si vous, ça fait pas pchit, parce que forcément, avec ce sujet très, très, très lourd, sur l'affaire du suicide du jeune Lucas, les 4 collégiens ont été reconnus coupables de harcèlement scolaire, mais pas sur la mort du petit garçon. Oui, voilà, exactement. La justice, s'est prononcée. Ces quatre adolescents, effectivement, ont été reconnus coupables. Ils vont être punis. Ce sera en janvier 2024 qu'on aura les peines exactes. Toutefois, c'est vrai que
étonnamment, parce que c'est le parquet qui s'était saisi du sujet, et la justice est passée et a considéré qu'on ne pouvait pas lier le suicide du jeune Lucas au fait de harcèlement. Et en fait, ça rappelle à quel point, on vient d'en parler avec le cas de l'INSEE, le harcèlement, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique de société, et manifestement, nous ne prenons pas collectivement, notamment à travers le pouvoir exécutif, la mesure de la gravité de ces situations. C'est quand même effrayant de voir qu'après Lucas, aujourd'hui, c'est l'INSEE qui ne voit pas d'autre issue que de mettre fin à ces jours. Et pour revenir sur ce qui s'est passé avec Monsieur Papendiaï, il y a quand même quelque chose à faire autour des réseaux sociaux. Il n'est pas normal que des enfants harcelants ne soient pas bannis du jour au lendemain des réseaux sociaux, faire en sorte que ce harcèlement H24 s'arrête. Mais pas sur les parents non plus, Jean Dorido, parce que les parents des harceleurs. Bah oui, ah oui, non, il y a parce que les réseaux sociaux, c'est une chose, mais à la base, ces enfants ont des parents quand même. Tous les parents d'enfants harceleurs ne sont pas complices. C'est vrai que dans le cas de l'INSEE, j'ai dit que quand on vous signale que votre enfant est harceleur, si vous voulez, il y a justement des responsabilités à nommer. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les cas de harcèlement, c'est ce qu'on appelle en anglais le victim blaming. C'est que finalement, c'est toujours de la faute de la victime en réalité. C'est elle qui est pointée du doigt, c'est elle qui est ostracisée, c'est à elle qu'on demande de partir. Parce qu'on dit, regardez, finalement, tout va bien, circulaire, rien à voir, vous êtes la seule personne qui se plaint, et pour cause, puisque c'est la personne qui est harcelée. Et il y a eu d'énormes avancées depuis MeToo sur la question du viol. On a connu à une époque le victim blaming, et Dieu merci, ça change. Et sur le cas du harcèlement scolaire, il y a encore tout à faire en réalité. Sans connaître le détail évidemment de cette affaire, je trouve que le raisonnement qui consiste à dire que le harcèlement peut être terrifiant, mais que ça n'est pas pour ça que le suicide est sa conséquence, je le trouve assez pertinent en soi. Il reste toujours une petite liberté à l'être qui est victime pour choisir autre chose que le suicide. Mais évidemment, là, on parle de mineurs. C'est ça, voilà, merci de le rappeler. Lucas avait 13 ans. Lucas avait 13 ans. Moi, je suis très d'accord avec ce qui a été dit par Cécile. Je pense que c'est beaucoup de la responsabilité des parents. En tout cas, moi, je me souviens quand j'étais petit et qu'il y avait un enfant qui se faisait brimer par d'autres, c'est d'abord la mère qui venait voir les enfants directement pour leur dire vous arrêtez tout de suite. Et je peux vous dire que les enfants ont arrêté. Et là, dans ce cas-là, on pouvait lui couper les réseaux sociaux en disant tu harcèles d'autres enfants et t'as plus de portable. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, mais là, peut-être que ça change la donne. Mais bien sûr, dans ce cas-là, évidemment, les parents pourraient faire quelque chose. Au bout d'un moment, c'est un sujet qui doit se régler entre adultes. J'ai envie de dire que les adolescents qui eux-mêmes briment les autres, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Est-ce qu'ils sont vraiment responsables? Ils ne sont pas encore totalement formés. Enfin, à 13 ans, ça se discute. Mais quand ils sont plus jeunes, pas tellement. Donc ça doit se régler entre adultes. Les adultes doivent parler avec leurs enfants. Ils doivent dire comment ça se passe à l'école. Ils doivent quand même être au courant de ce qui se passe et régler ça entre adultes. Pardon, Mickaël, pour le moment, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adultes considèrent les cas de harcèlement comme des enfantillages, comme des jeux de leur âge. Et justement, aujourd'hui, les adultes, de façon collective, c'est vrai même dans le cas des directeurs d'établissement, renvoient la patate chaude en disant écoutez, laissez-les, c'est de leur âge. Et le problème, c'est que c'est extrêmement grave. Je pense qu'il faut avoir la finesse de jugement pour distinguer ce qui relève de l'enfantillage du cas très grave. On n'a plus le temps parce qu'il me reste 1 minute 20 pour le tour de table de notre ami Mickaël Sadoun sur la note AA de la France. Oui, je voulais revenir sur ce sujet qui a déjà beaucoup été traité. Pour revenir très brièvement, Standard & Poor's a maintenu la note de la dette française à AA, donc elle ne l'a pas dégradée contrairement à Fitch. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet au monde de la finance, entre guillemets, d'être rassuré sur la capacité française à réformer son économie. Donc on va pouvoir continuer à s'endetter à taux à peu près correct. Simplement, je voulais tirer quelques leçons qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer dans le débat. La première, c'est que les prévisions économiques se trompent toujours, puisque je vous rappelle que tous les gens qui parlaient de ce sujet-là prédisaient que la note de la France allait être dégradée. Par le ministre. À commencer par le ministre. Évidemment, d'ailleurs, il se préparait à cette éventualité, même s'il négociait derrière. La deuxième chose, c'est que l'économie n'est pas une science dure. Elle dépend aussi d'une subjectivité, d'une méthode d'évaluation. Fitch a dégradé la note de la France parce que
il pensait qu'il y avait un climat social et une incapacité à réformer l'économie qui était trop importante en France. S&P a plutôt mis le poids du corps sur la capacité à réformer, les réformes structurelles qui sont annoncées par Bruno Le Maire. Et il faut dire que le ministre a réussi à séduire d'une certaine manière ses interlocuteurs et ses potentiels créanciers. La dernière chose, c'est donc que l'économie, c'est aussi une science de la persuasion et que l'État a vis-à-vis des marchés internationaux la même relation qu'un particulier peut avoir avec sa banque. Donc en fait, il va lui promettre une capacité à rembourser à l'avenir. La soutenabilité d'une dette, en fait, elle ne dépend que de la confiance qu'il y a entre deux acteurs. Donc c'est globalement, pour parodier Enrico Macias, donnez-moi, le marché vous le rendra. Voilà. Excellent. Et on embrasse Enrico, bien entendu. Bien sûr. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur cette gauche du gouvernement. Est-ce qu'elle peut revenir? Est-ce qu'elle peut trouver une place à côté de la NUPES? On en parle dans quelques instants. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Philippe Bilger, on est de retour dans l'émission et on est déjà en train de débattre sur ce sujet. Oui, pour une fois que vous traitiez le sujet. Et président de l'Institut de la Parole, Jean Doredo est avec nous, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la grande question, c'est peut-on retrouver une véritable gauche de gouvernement? C'est le pari lancé par Bernard Cazeneuve et son mouvement La Convention qui se tiendra pour la première réunion le 10 juin à Créteil. L'objectif est avant tout de moderniser, d'adapter la social-démocratie aux nouveaux défis de la société française que la NUPES n'aurait, selon lui, pas réussi à faire. Un défi partagé par le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Oui, ça a bougé beaucoup ce week-end, entre tribunes dans le JDD, réunion à Montpellier, en attendant Créteil le week-end prochain. Alors est-ce que pour vous, il y a une place à gauche, à côté de la NUPES, ou est-ce que la NUPES a tout phagocyté et il n'y a plus d'espace? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites un grand nom. Paul Melun est avec nous, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du Cerf. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe, on en parle depuis des mois, et là, ça se concrétise peut-être un peu plus. Alors, en fait, la question de Sud Radio est évidemment pertinente. Je dirais que j'espère que le mouvement, vous me rappelez le nom, et la convention créée par Bernard Cazeneuve peut constituer un espace de gauche entre la NUPES et, je dirais, les forces de droite plus conservatrices. Mais ce qui m'inquiète un peu, et je connais Paul, j'ai lu beaucoup de ses entretiens, je ne suis pas persuadé que la convention, à moins que s'y agrège un certain nombre de personnalités indiscutables, soit tout à fait sur la longueur d'onde qu'impliquerait une gauche qui s'opposerait véritablement à la NUPES. J'ai l'impression qu'il reste encore dans cette convention beaucoup de frilosité par rapport au sentiment populaire, et qu'au fond... j'espère me tromper. Écoutez, c'est brutalement dit. Mickaël Sadoun. Comme je suis d'accord, je trouve que Bernard Cazeneuve n'a pas d'espace politique, parce que globalement, qu'est-ce qu'il incarne, Bernard Cazeneuve? C'est globalement du macronisme, un peu moins bravache, avec peut-être un peu plus de social, c'est ça? Et peut-être le poids du corps un peu plus sur ce qu'il appellerait les valeurs de la République. C'est ça, avec une laïcité un peu plus ferme. Moi, je pense que globalement, tant que ces gens-là sont attachés profondément à l'Union européenne et à la mondialisation, ils n'incarneront pas, comme dit Philippe Bilger, le sentiment populaire, qui est un sentiment de déclassement, qui est un sentiment de rupture avec les élites, qui est un sentiment d'attachement à des racines, à un sol national, à un sacré, parce que les gens ont besoin de sacré, et que cette gauche-là refuse un petit peu ça aux gens au nom de la République, qui est censée incarner une neutralité vis-à-vis de toutes les croyances. Voilà, je trouve que c'est une gauche qui m'est sympathique, mais qui n'est pas très incarnée. Jean Doredo.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de la gauche aujourd'hui en France, c'est le même problème que celui de la droite. En réalité, on voit bien à quel point les deux grands mouvements historiques, on avait le LR d'un côté, le PS de l'autre, c'était vraiment deux gros poids lourds des élections. Et là, on voit bien à quel point ils ont été complètement siphonnés par leurs extrémités en réalité. Et aujourd'hui, à droite, on a un RN qui fait la razzia sur les voix, une autre partie de la droite qui est partie chez Macron, et en fait c'est pareil à gauche. On a cette gauche de gouvernement qui est vraiment la social-démocratie, qui a rejoint aussi les rangs macronistes, et donc il reste une gauche beaucoup plus radicale autour quand même le gros pôle LFI, et qui avec les satellites, le PC, l'Europe Écologie Les Verts, et puis les socialistes qui ont rejoint aussi la NUPES. Donc il n'y a plus personne. Il resterait peut-être une gauche populaire, etc. Je trouve qu'elle ressemblerait quand même étrangement à ce qu'incarne le Rassemblement national aujourd'hui, il faut le dire quand même. De toute façon, ça fait un bout de temps que le Parti communiste s'est fait siphonner effectivement par le Rassemblement national. Paul Melun, en Bernard Cazeneuve, on cherche toujours des visages, c'est-à-dire que quels que soient les partis aujourd'hui, on dit mais le problème, il n'y a pas de visage. Il n'y a pas d'incarnation, pas de visage. Là au moins, il est très identifié, après de construire un programme derrière, et puis il a physiquement, quand je regarde sur les réseaux sociaux, on me dit il a une stature plus présidentiable que les autres. Oui, les gens disent il fait président, cette expression pour Bernard Cazeneuve. Vous avez raison, la Ve République repose sur l'homme ou la femme, soyons inclusifs maintenant, providentiel. Par conséquent, tout grand idéal, toutes idées providentielles sont vaines si elles ne sont pas incarnées par une personnalité forte. C'est comme ça que nous sommes structurés depuis l'élection du président au suffrage universel en 1962, et même bien avant, puisque De Gaulle a eu le génie de réconcilier notre fond monarchiste ou notre appétence pour l'ancien régime et notre appétence à la révolution, à la démocratie. Par conséquent, Bernard Cazeneuve pourrait incarner cela en ce qu'il est, et moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié et du respect. Maintenant, la limite, et je rejoins un peu ce qui a été dit dans le tour de table, c'est que Bernard Cazeneuve, s'il veut vraiment incarner une alternative à la NUPES, il faut qu'il l'incarne d'abord au plan des idées, au plan de l'idéal. Jaurès disait aller à l'idéal en passant par le réel. Eh bien, c'est ça le travail de Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Il doit penser la question de l'immigration, qui est un impensé à gauche. Les Danois le font très bien, par exemple, donc il devrait s'inspirer de ce que fait Madame Fredriksen, par exemple, la première ministre danoise. Il devrait penser la question de l'Europe, autre qu'avec les poncifs de 92, de Maastricht, et tout ce qui a été professé au Parti socialiste depuis 20 ans. S'il rompt avec un certain nombre d'idées préconçues sur les questions européennes, sur les questions migratoires à gauche, il aura un espace. Parce qu'intellectuellement, il est solide, parce qu'il a bien tenu le pays lorsqu'il y a eu les attentats terroristes et qu'il a su garder et préserver l'unité nationale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités en tant qu'homme. Mais je crois qu'il lui manque encore ce supplément d'idéal qui lui permettrait de rejoindre ce que fut la gauche, et c'est d'ailleurs la démonstration que je fais dans mon livre, ce que fut la gauche au 19e siècle, sur l'assimilation, sur la nation, sur le peuple face aux élites d'alors qui étaient les grands capitaines de l'industrie, et Jaurès s'était incarné par sa lutte contre le marquis de Solage. Donc il reste à la gauche à savoir qui est le marquis de Solage aujourd'hui. Est-ce que c'est Netflix, Amazon, les géants américains, ou est-ce que c'est le petit patronat français? Moi je pense que c'est plutôt les premiers. Tiens, quelle personnalité voyez-vous pour incarner la gauche, une gauche alternative à la NUPES aujourd'hui? Venez nous le dire au 0826 300 300. Jean Dorido frétillait sur sa chaise. Oui, non, alors je bois les paroles de notre invité. C'est extrêmement intéressant. D'abord, ça fait du bien d'entendre des références culturelles et qui puisaient du 19e siècle. C'est vrai que ça manque en politique. On a vraiment le sentiment qu'à force de faire du marketing électoral, nos responsables politiques n'ont plus aucune ossature, je dirais, idéologique. Maintenant, pour paraphraser un homme, je pense, de gauche, j'ai envie de dire, d'un point de vue électoral, quand bien même ça prendrait de l'ampleur, monsieur Bernard Cazeneuve, combien de divisions? Parce que le PS a rejoint la NUPES, donc il est tout seul, monsieur. Et attendez, en plus, effectivement, vous avez raison dans votre question, dont je comprends un peu l'idée derrière, c'est qu'effectivement, le Parti socialiste aujourd'hui, il est tenu, il est phagocyté par Olivier Faure. Dans mon livre, je suis pas tendre avec Olivier Faure, je dis que son seul talent, c'est celui d'apparatchik. Et il est très bon là-dedans. Et il y a des gens qui font toute une carrière
en verrouillant des élections internes, en magouillant au téléphone avant les congrès. C'est très fort et ça permet de se maintenir sans talent. Et donc, effectivement, Monsieur Faure, il tient le Parti socialiste, et même si Bernard Cazeneuve est probablement bien plus talentueux qu'Olivier Faure, il ne pourra pas le reprendre, parce que Olivier Faure a claquemuré le Parti socialiste. Certes, ils ont vendu Solferino, mais il reste encore les murs, disons, les divisions du Parti socialiste qui sont très, comme un peu LR, qui sont très enviables. Ça fait de l'argent, la caisse, les élus locaux, les militants, il en reste encore quelques-uns, le maillage territorial, et Bernard Cazeneuve, il essaie d'intenter une dynamique parallèle, si je puis dire, avec Carole Delga, avec Michael Delafosse, avec tous ces gens-là. C'est très localisé autour de Midi-Pyrénées. Stéphane Le Foll au Mans. Nicolas Maillard-Rossignol. Est-ce qu'on peut parler de putsch alors? Est-ce que c'est une tentative de putsch? Non, c'est une tentative de dynamique parallèle. Le putsch, ce serait si Bernard Cazeneuve tentait, à l'intérieur du Parti socialiste, d'en prendre la tête. Mais là, il n'a pas les moyens, eu égard le nombre de premiers fédéraux. Le Parti socialiste, c'est une organisation très similaire à ce qu'a été le Parti communiste à certains égards, le Parti socialiste, c'est-à-dire tout de même une organisation pyramidale où le voix des militants est une démocratie, disons, tout à fait aléatoire, pour être respectueux. Et donc, c'est très difficile. Parti socialiste, en plus. J'ai été pendant près de 10 ans. Je sais de quoi je parle, les instances. En dehors même du Parti socialiste, est-ce que vous ne croyez pas que le relatif succès de la NUPES, qui a sauvé le Parti socialiste à l'époque, lors des législatives, est le principal obstacle au succès de l'entreprise de Bernard Cazeneuve? Vous avez raison. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, non seulement occupe une sorte d'hégémonie électorale, stratégique, mais aussi médiatique, mais aussi intellectuelle. C'est-à-dire quand vous parlez aux jeunes gens qui s'engagent à gauche aujourd'hui, c'est sur la base idéologique d'un Jean-Luc Mélenchon. C'est sur les questions woke, c'est sur les questions de l'immigration est une chance et on ne débat pas de ce sujet-là. C'est sur les questions de l'écologie, avec une écologie plutôt axée sur une écologie dite radicale. Il y aurait beaucoup à en dire, vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Mais en tout cas, c'est les grands totems anti-police, la police tue, selon le verbatim consacré par Jean-Luc Mélenchon. Donc, si vous voulez, effectivement, le substrat culturel de la gauche contemporaine, il est très difficile à saisir pour Bernard Cazeneuve, puisqu'il est phagocyté, habité en majesté par Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants. Maintenant, ça ne leur permettra jamais d'arriver au pouvoir. Quelqu'un de sérieux peut pas vous dire que Jean-Luc Mélenchon puisse arriver un jour au pouvoir. C'est pas possible avec un tel programme. Il clive trop, il fragmente trop la société. La gauche, quand elle a voulu gagner, et François Mitterrand le disait fort justement en 80, il avait dit « Nous avons été élus par un peuple de droite ». Donc il avait dit à ses conseillers. C'est vrai. Et je crois que c'est Serge Moati qui le rappelle. Et donc c'est très intéressant. Pour gagner, la gauche a toujours su qu'elle devait se déporter au centre. François Hollande l'a su, Lionel Jospin l'a su, donc François Mitterrand l'a su, Jean-Luc Mélenchon l'ignore. Il sera jamais élu. Paul Melun, juste avant de donner la parole à Mickaël Sadoun, mais il y a bien cette gauche qui veut sortir de l'outrance et qui veut retrouver une gauche plus stable, plus modérée peut-être, qui pourrait se retrouver chez Bernard Cazeneuve, qui aujourd'hui disent, moi Olivier Faure, et vous l'avez dit, il représente plus rien puisque c'est Jean-Luc Mélenchon, mais à côté, il y a cette gauche qui se retrouve pas non plus de l'autre côté et qui aimerait bien peut-être prendre un courant plus stable. C'est là que je pense qu'il y a un espace politique. C'est la gauche de Bernard Cazeneuve. Donc il y a un avenir. En tout cas, il y a un espace politique qui pourrait faire un avenir. Après, la question de savoir si c'est 5% de l'électorat, 7%, 8%, 10%, ça sera guère plus, parce qu'en fait, il s'agit des anciens strauss-kahniens qui ont rejoint Emmanuel Macron. Ils ne sont pas légion. Alors si Emmanuel Macron se déporte plutôt sur la droite de l'échiquier politique et qu'il écoute plutôt la ligne Darmanin, là, en ce moment, ils sont en train de se diviser sur l'aide médicale d'État, parce qu'il y a cette proposition de LR qui fragmente beaucoup les macronistes. Si dans ces cas-là, ils choisissent, par exemple, de supprimer l'AME, là, vous allez voir que Bernard Cazeneuve, il va peut-être récupérer un certain nombre de personnes qui arriveront du macronisme et qui seront les déçus du macronisme. Mais ça ne fait pas non plus suffisant. C'est pour ça que je rappelle le peuple et la nation. Je pense qu'il n'a aucun espace politique, parce que je ne serais vraiment pas capable de dire ce qu'il y a de différent dans la ligne idéologique de Bernard Cazeneuve que chez Emmanuel Macron. Les gens qui soutiennent d'ailleurs Bernard Cazeneuve, qui sont des gens qui me sont sympathiques en plus intellectuellement, idéologiquement, des gens du printemps républicain, etc., ce sont d'ores et déjà des soutiens d'Emmanuel Macron. Donc il y a aucun espace entre les deux. Vous le disiez, la seule manière peut-être d'arrimer un autre électorat, ce serait de changer de discours sur l'immigration et sur l'Europe. Le problème, c'est que si Bernard Cazeneuve fait ça, il sera droitisé immédiatement dans le débat public. Sauf que Mickaël, aujourd'hui... Est-ce qu'il aura le courage d'être traité de facho, ça demande du courage, je vous rejoins. Par Libé ou par Télérama? Non, mais vous avez raison, il a peur. C'est quelque chose, je dirais que c'est un facteur presque sociologique. Il y a des gens qui sont prêts à se mettre en risque avec leurs idées. Ceux qui ne l'ont jamais fait de leur vie se révèlent rarement, je pense, à 60 ou 70 ans. Oui, derrière, il y a des il y a des antipathies peut-être psychologiques personnelles qui pourraient créer des clivages intéressants.
intéressant. Hollande, Macron, Bernard Cazeneuve, ça n'est pas un trio qui s'enchante. Peut-être, mais je pense que le peuple n'en est pas dupe et qu'il voit très bien que cette gauche-là, globalement, dit la même chose que les macronistes, c'est-à-dire les gens qui votent pour Marine Le Pen sont des incapables ou des gens qui n'ont pas compris son programme. La caissière qui va refuser de se vacciner est une crétine, elle n'a pas compris la science alors que nous l'avons compris. Et je pense que les gens ne sont plus dupes de ça. Voilà, c'est tout. Oui, sauf que l'incarnation d'Emmanuel Macron agace. C'est-à-dire que les gens ne l'apprécient pas visiblement. Oui, c'est peut-être la nuance que je mettrais à vos points l'un à l'autre que je partage en partie. C'est que Bernard Cazeneuve, justement, il est là où on l'attend pas. Et dans mon livre, je parle de François Hollande, que moi, en un temps, vous allez peut-être me trouver un peu candide, je voyais dans François Hollande quelqu'un qui, par sa bonhomie, par sa tranquillité institutionnelle, si je puis m'exprimer ainsi, pouvait incarner quelque chose qui allait disrupter, pour parler macroniste, les institutions, en disant, eh bien oui, je peux faire la déchéance de nationalité, vous m'avez pas vu venir, je vais le faire. Et cette force-là, c'est aussi la force, par exemple, des sociodémocrates au Danemark. C'était les prédécesseurs de la droite nationale qui ont gagné en Suède. Elle avait commencé à reconnaître, la première ministre suédoise, en parlant de l'immigration, qu'il y avait un lien entre immigration et délinquance. Donc ce chemin-là, quand il est fait par des personnes dont on a considéré, dont l'establishment, pour parler facilement, a considéré que c'était l'extrême droite, etc., parce qu'ils portent le nom Le Pen et autres, forcément, on va les écarter du débat public. Mais quand ça vient de personnes qui sont institutionnellement respectables, qui viennent du sérail, pour parler crûment, eh bien ces gens-là, eux, peuvent exprimer un certain nombre de réalités. Regardez l'impact de la phrase d'Emmanuel Macron sur la décivilisation. Regardez l'impact de la phrase de Gérald Darmanin sur le lien entre immigration et délinquance. Mais c'est des choses qui sont dites depuis belle lurette, depuis des décennies, par des personnes autrement moins fréquentables qu'eux. Mais bien, même eux ont du mal à l'assumer. Oui, dès lors qu'ils le disent, ils changent le débat public. C'est-à-dire que derrière, quand quelqu'un dans la rue va dire, bah oui, moi je pense qu'il y a un phénomène de décivilisation, on ne peut pas le traiter de facho puisque le président de la République l'a dit. Donc à un moment donné, si vous voulez, les termes entrent progressivement dans le débat public et c'est comme ça que les idées infusent. Et je voyais, moi, candidement, dans un Bernard Cazeneuve, un potentiel candidat à cette entrée d'un certain nombre d'idées dans le débat public. Mais vous avez peut-être raison, Paul, je sais pas, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron va de plus en plus à droite, je pense à ce qu'on a dit du Mont-Saint-Michel tout à l'heure. Oui, ça, c'est intéressant. Et donc peut-être que ça peut lui... Oui, il va carrément, mon Dieu, avec quel retard. Mais c'est du pur opportunisme politique et je pense que les gens voient aussi ces mouvements-là et qu'ils veulent de la radicalité et du vrai changement dans la politique. On part au standard. On part au standard avec notre auditrice du jour, notre vraie voix du jour, Claudine. Est-ce que pour vous, il y a un espace à gauche hors la NUPES, Claudine ? Moi, je vais prendre 30 secondes déjà pour féliciter mon compatriote des Deux-Sèvres, Bressuiret, que j'apprécie beaucoup, et quand il viendra dans les Deux-Sèvres, s'il peut me contacter, ça sera avec plaisir. Avec joie. Vous savez, je suis dans les Deux-Sèvres en général 50% de la semaine, donc vous m'écrivez un petit message et on fera quelque chose. Alors, n'hésitez pas. Un couple se forme. Voilà. Agence patrimoniale Sud Radio, bonjour. Arrêtez de vous moquer de la relation avec Claudine. On tient notre intimité. N'exagérez pas, je pourrais être sa mère. Et alors, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais moi, je ne fais pas dans Brigitte Macron, Emmanuel Macron. On en a vu d'autres. Allez, On vous écoute, Claudine. Non, je ne fais pas dans le couloir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pense que Bernard Cazeneuve, il est trop dans la vieille garde socialiste, pro-européiste, etc. Hollandiste. Et oui, hollandiste. Et je pense que franchement, il y a des espaces, mais il y a des espaces maintenant pour une gauche qui tirerait beaucoup plus sur le souverainisme. Et ça, je pense que ça manque réellement. Personnellement, je suis plus côté droite souverainiste, mais en fait, je pense que côté gauche, il y a beaucoup de gens aussi quand même qui ont envie de se retrouver au niveau de la nation quelque part, mais qui sont de gauche et qui n'iront jamais du côté de la droite ou même du côté de Marine Le Pen. Or, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et il est très dommage que des gens, justement, comme Paul Melun, n'aillent pas vraiment former un groupe, quelque chose qui prenne un peu de cet espace-là. Je pense que les jeunes ont quelque chose à faire de ce côté. Ouais. Vaste programme. Vous voulez répondre, Paul Melun, ou après une courte pause? On fait une courte pause. Je remercie juste Claudine et je répondrai après. Vous répondez après parce qu'il faut faire une courte pause publicitaire. Ah ouais. Je me plie. Vous restez avec nous et pas mal d'appels au standard. On prendra Chantal aussi dans quelques instants. 0826 300 300. À tout de suite. On fait une petite pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Nous évoquions, y a-t-il ce sujet, y a-t-il un espoir ou un espace pour une gauche qui pourrait réconcilier les autres, voilà, qui soit hors NUPES. En tout cas, on en parle avec Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche. Je devrais le dire, Libérer la gauche. Vous dites ça comme une pancarte, vous avez fait ça toute votre vie. Voilà, c'est totalement apolitique. C'est la passionnariat des vraies voix. Et vous aviez une question tout à l'heure de Claudine, oui, à laquelle on voulait répondre. On rappelle ce que nous disait Claudine. Oui. Allez-y. Là où Claudine faisait une analyse que je partage, c'est qu'elle était en train de dresser finalement le tableau du gaullisme, finalement, d'un gaullisme contemporain, d'une réflexion gaulienne sur les sujets, puisqu'elle proposait une sorte d'union, si j'ai bien compris sa question, j'essaie de faire l'exégèse de son propos, l'union entre des souverainistes de gauche, elle dit une gauche souverainiste a de l'avenir, mais une gauche incarnée par Bernard Cazeneuve, qui reposerait sur un hollandisme ravalé, disons, ou pas ravalé d'ailleurs, mais social-démocrate n'aurait pas d'avenir. Je partage son point. C'est pour ça que je pense que Bernard Cazeneuve aurait une chance en tant qu'homme, mais pas forcément s'il garde cet axiome idéologique. Et ensuite, pour ce qui est de la droite souverainiste, c'est toute la thèse de mon livre, c'est de dire qu'il y a des ponts, des jonctions entre le gaullisme social, entre la droite patriote, enracinée, chrétienne, populaire, et sa comparse de gauche, et que l'histoire a tort de les opposer. Naturellement, 1000 choses les opposent, mais je pense qu'elles sont rassemblées aujourd'hui dans une même passion de l'idéal patriotique et républicain. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'on peut peut-être fonder une alternative politique. Ça, c'est la réponse à Claudine, mais Chantal est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir à tous. Bonsoir Chantal. Alors je vous écoute bien depuis au moins une demi-heure, et là je me dis, je n'ai pas entendu une seule fois le mot libéral. Et pourtant pour moi c'est le cœur du problème. C'est-à-dire qu'effectivement il y a certainement une place pour une gauche non NUPES, encore que moi ça me va, hein, mais il faut être honnête, c'est pas social-démocrate, c'est social-libéral. Alors qu'on trouve la bonne mesure, qu'il trouve la bonne mesure, mais c'est le libéralisme qui gangrène tout en ce moment. Donc c'est cette idéologie qui gangrène tout pour moi. Donc voilà, alors qu'ils soient honnêtes, s'ils veulent trouver une place, qu'ils parlent de libéralisme. Mais Chantal, est-ce que pour vous, le social-libéralisme, on va poser aussi la question à Paul Melun, finalement, c'est pas Renaissance? Ben si, en fait, mais ce qui est intéressant, ce que dit Chantal, c'est qu'elle constate, et je le constate aussi, un virage de la gauche, effectivement, de l'État stratège, de l'organisation économique régentée par l'État, de la planification. Alors Jean-Luc Mélenchon parle de planification écologique, donc lui, il se situe plutôt dans cette tradition-là, mais la gauche au pouvoir a déçu une bonne partie de l'électorat de gauche par sa propension au libéralisme. François Mitterrand, par son tournant de la rigueur en 1984 et par la nomination de Laurent Fabius, eh bien, il acte ce tournant. C'est la gauche Jacques Attali, c'est la gauche Bernard Tapie, c'est une autre gauche. Une gauche qui, effectivement, embrasse la mondialisation sur les deux joues et qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle fut par le passé dans sa propension à l'État stratège. C'est encore là qu'on revient à la question de Claudine tout à l'heure sur le lien entre le gaullisme social et la gauche sociale, puisque les deux, d'ailleurs, De Gaulle avait des ministres socialistes, partager cette même passion pour l'État stratège, l'État-providence. Et donc, je partage ce que dit Chantal. C'est-à-dire que probablement il faut en passer par ce retour en grâce de l'État-providence, de l'État stratège, tout en conciliant ça, bien sûr, avec des impératifs, disons, d'un capitalisme paternaliste, pour paraphraser le général de Gaulle. Jean Dorello, un mot, mais en 30 secondes, il reste 1 minute 10. 30 secondes, cet espace politique qui me semble discerné dans vos propos, Paul Melun, on a connu une époque où il y avait Philippe Séguin à droite, il y avait Jean-Pierre Chevènement à gauche, et alors j'ai le sentiment qu'aujourd'hui il n'y a plus personne chez les jeunes, entre guillemets, pour incarner justement cette fibre-là, à droite comme à gauche d'ailleurs. Je ne me risquerais pas à donner des noms aujourd'hui. En tout cas, Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement, moi, c'est exactement mon axiome idéologique. Politiquement, là où je vous rejoins, c'est que les traductions politiques, bon, je vais me risquer à donner quelques noms, mais moi, pendant la campagne présidentielle, j'ai suivi la campagne de Fabien Roussel, par exemple, avec un certain intérêt. Il me paraissait être de cette gauche-là. Arnaud Montebourg, avant que la remontada se transforme en dégringolada, j'aimais bien Arnaud Montebourg.
voilà, c'était quelqu'un pour qui j'avais un grand respect. Mais Arnaud Montebourg, il n'est pas allé jusqu'au bout parce que, par exemple, sur les mesures d'immigration, sur l'OQTF, par exemple, c'est-à-dire qu'Arnaud Montebourg est sorti du bois sur un certain nombre de sujets quand il avait parlé de la Western Union et des transferts d'argent. Et tout de suite, lorsque Madame Rousseau, Madame Vallaud-Belkacem, tous les totems de la gauche bien pensante lui sont tombés dessus, il a eu peur, il a reculé, il s'est excusé. Que c'est sociologique. Il y a un problème de prise de risque chez une classe politique qui a peur de se mettre à mal avec une certaine classe sociologique. Et notamment à gauche. Je pense qu'il n'y a que la droite qui est capable de dire au grand pouvoir économique, maintenant c'est nous qui décidons. En tout cas, la droite l'a jamais fait ça. Beaucoup, merci beaucoup. Merci Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du CERN. Libérer la gauche, libérer. Il est aussi bon à l'oral qu'à l'écrit. Il est aussi bon à l'oral qu'à l'écrit. Merci beaucoup. Souverainiste. Merci quel compliment, vous allez me faire discuter avec beaucoup de monde, Philippe. Merci Jean Dorido, merci beaucoup Mickaël Sadoun. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler citoyenneté avec le G500. Vous savez qu'on part, c'est le week-end prochain. On part jeudi, vendredi avec le G500 à Marseille pour accueillir 700 associations. Et vous aussi, vous nous abandonnez. Et oui, je vous abandonne, Philippe, mais pas pour longtemps. I'll be back, comme on dit. À tout de suite.